Madame, Monsieur, bienvenue dans votre magazine Écran Vert qui aborde la situation des populations autochtones pygmées qui vivent en République démocratique du Congo. Les populations autochtones pygmées qui représentent près d'1 million des personnes à travers le pays et qui occupent près de 21 provinces sur les 26 que compte la République démocratique du Congo. Pour parler de la situation des populations autochtones pygmées de la RDC, nous recevons sur ce plateau M. Diel Mochiri. Il est directeur provincial du programme intégré pour le développement du peuple pygmée dans les Nord Kivu. Le portrait. Diel Mochiri Wenge est leader autochtone pygmée de la province du Nord Kivu. Actuellement directeur provincial du PIDEP, se licencie en relations internationales de l'université de Goma et aussi expert au Fonds volontaire des Nations Unies sur les populations autochtones. Reconnu pour son pragmatisme et son engagement dans la lutte contre les discriminations dont font objet les populations autochtones pygmées, Diel Mochiri Wenge draine près de 25 ans d'expérience dans le domaine de défense des droits des populations autochtones pygmées. Monsieur Diel Mochiri, bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup, madame la journaliste. Un premier passage, ça n'a pas été facile de vous avoir. Vous êtes toujours entre les deux avions pour parler des populations autochtones pygmées, pour représenter cette catégorie des personnes au niveau international, au niveau national et même local parfois. Alors, vous êtes à Kinshasa, nous profitons de votre séjour ici à Kinshasa pour parler un peu de cette question de la population autochtone pygmée au niveau de la RDC. Mais avant de commencer par ces situations, j'aimerais quand même avoir quelques explications par rapport à la création du programme intégré pour le développement du peuple pygmée. Qu'est-ce qui vous avait motivé à mettre en place cette structure? Ok, merci beaucoup. Comme l'a dit madame la journaliste, je suis monsieur Diel Mochiri Wenge, directeur provincial du PIDEP Shirika Labamboti, une organisation créée par et pour les peuples autochtones et dont notre motivation s'est manifestée sur base de la prise de conscience de notre état social depuis les années 1980. Et pendant ce temps, les peuples autochtones étaient considérés comme des sous-hommes. Et personne ne pouvait pas ils ne pouvaient pas croire qu'ils ont aussi des contributions à mettre en relief pour l'émergence de ces pays. Et cela nous a poussé quand même à dire que non, nous devons parler pour nous-mêmes et nous devons mettre en avant-plan nos compétences et nos capacités, que ce soit sur le plan traditionnel, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan intellectuel. Alors si on vous considérait comme des sous-hommes, est-ce que c'est le contexte du pays qui favorisait cela ou il y a d'autres raisons? Les pays, quand on parle du pays, c'est à plusieurs niveaux. Que nous vivons beaucoup plus au niveau local, où la présence de l'État était quasiment presque inexistante. Et que les lois du pays n'étaient pas reconnues et vulgarisées partout. Alors, quand on est une des autorités, on devait s'apprendre et dicter une loi selon sa propre volonté. Je prends un exemple. Il y a un visiteur qui va venir, il faut aller prendre les pygmées qui vont chanter pour lui, qui vont danser pour lui. Et à la longue, quand les visiteurs rentrent, les chefs bantous qui est allé les prendre, ils les appellent mes pygmées. Pendant qu'ils sont des êtres humains comme tout autre, il n'y a pas de négociation, on ne sait pas ce qui se passe. Personne ne pourrait pas accepter sa fille soit mariée par un pygmée. Et les jeunes garçons qui venaient chez nous, ils venaient la nuit, pas la journée.
Parce qu'ils avaient toujours peur de se moquer que ah, toi tu peux sortir avec une femme pygmée, comment ça? Donc, c'était comme quelque chose d'injure au sein de la société. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, ça a changé et il y a des évolutions parce que il y a une élite qui s'est mise en place et qui a commencé à vulgariser des bonnes pratiques, de sensibiliser toutes les parties prenantes pour une bonne cohabitation pacifique. Accepterez-vous aujourd'hui qu'on vous appelle un sous-homme? Jamais. Pourquoi? Je ne serai jamais un sous-homme de quelqu'un. Je suis l'être de Dieu. J'ai mes capacités, j'ai mes compétences. Et je connais comment je dois me comporter au sein de la société. Et je ne suis pas à l'abri de la loi, mais aussi j'ai mes droits et mes obligations. Alors on peut comprendre qu'aujourd'hui, ceux-là qui se font appeler sous-hommes, c'est parce qu'ils sont encore dans l'ignorance et qu'ils ignorent en fait leurs droits. Normalement, oui. Personne ne peut s'accaparer d'un être humain. D'abord, sur le plan biblique, c'est un péché. Mais aussi sur le plan constitutionnel, c'est punissable parce que nous sommes tous égaux devant la loi. Comment quelqu'un peut se m'en approprier? Okay. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui, si déjà vous comprenez que vous, il est impossible lorsqu'on puisse vous appeler un sous-homme, vous n'appartenez à personne, nous comprenons que c'est grâce à l'éducation, c'est grâce à l'instruction, mais nous savons que jusqu'aujourd'hui, le taux de scolarisation de la population autochtone pygmée reste toujours faible. Oui, je vais vous dire que le fait de reconnaître, ce n'est pas seulement grâce à l'éducation, mais il y a aussi le savoir-vivre. Il y a aussi le savoir-être, que ce soit sur le plan culturel, que ce soit sur le plan intellectuel, que ce soit aussi sur le plan traditionnel. Et les peuples, bien sûr. Et si vous voyez dans le contexte, par exemple, dans le Kivu, on ne peut pas parler d'un Mwami qui n'a pas été investi par un pygmée. C'est déjà une valeur ajoutée. C'est parmi les us et coutumes, mais qui valorise une entité quelconque. Et pour cela, on n'a pas le droit d'être vraiment déconsidéré dans la société globale. Nous sommes tous égaux devant la loi. On va prendre l'éco-découverte. On se retrouve juste après. Éco-découverte. Le zèbre est un animal qui vit en Afrique australe et en Afrique centrale. Ressemblant à un cheval, en plus petit, le zèbre est reconnu pour sa couleur noire avec des rayures blanches. Herbivore, cet animal mange de l'herbe, des feuilles, des écorces, des fruits, des racines, des bourgeons et autres. Et son espérance de vie varie entre 25 ans et 30 ans. Parlant de sa taille, elle varie selon les espèces. Téné pour les zèbres grévis, son poids varie entre 350 et 450 kg. Et 280, c'est pour la race Equus zebra. Les zèbres des plaines ont, eux, un poids avoisinant 400 kg. Cet animal aussi célèbre dont le motif des vêtements possède une crinière et une longue queue. Sa taille se situe entre 1,20 m et 1,50 m et sa longueur entre 2,20 m et 2,70 m. Et parlons de la reproduction, les zèbres peuvent s'accoupler assez longtemps car la saison de leur reproduction s'étend du printemps jusqu'à l'été. Dans des cas rares, la femelle accouche des jumeaux, mais elle n'a généralement qu'une seule portée après 1 an de gestation. Le zèbre, la zèbre et le zébro constituent une bonne famille. Il est vrai que nous parlons de la tradition, mais nous savons que le pygmée a du mal à se débarrasser de son mode de vie aujourd'hui. Est-ce qu'on peut parler du pygmée sans son mode de vie? D'ailleurs, il y a un livre que j'avais écrit sur ça. Notre culture et notre identité sont des éléments de droit à protéger. Parce qu'il n'y a pas un peuple sans culture, il n'y a pas un peuple sans identité.
Notre mode de vie, c'est nous. Ce sont les autres membres de la société qui essayent de négativer l'aspect lié à la question des manières de vivre des peuples autochtones. Je prends un cas. Si on prend par exemple la RDC aujourd'hui, c'est déclaré pays solution au changement climatique. Faites la comparaison entre les espaces de vie occupés par les peuples autochtones et les espaces de vie occupés par les autres. Où est-ce qu'il y a assez de dégradation? Chez nous, il y a encore la biodiversité. Nous maintenons bien la forêt. Donc, notre manière de vivre avec cette forêt nous a permis aujourd'hui même de rehausser la valeur du pays. Alors, il est vrai que ça vous a permis de rehausser la valeur du pays et de contribuer efficacement à ce concept de pays solution qui accompagne le pays dans toutes les discussions internationales en rapport avec la crise climatique. Mais il y a aussi quelque chose qui inquiète tout de même. On ne voit plus vos empreintes, les empreintes des pygmées. Lorsqu'on est en Afrique de l'Est, on sait par exemple retrouver les empreintes des Maasai sur le marché, et Maasai tanzaniens, Maasai kenyans, et ainsi de suite. Mais lorsqu'on est en RDC, on se perd. On n'a pas d'empreintes sur le marché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui vous démotive? Il y a des aspects. Il y a le premier aspect lié au développement économique. Tandis que nous, ce que nous produisons, ce sont des objets à valeur traditionnelle et culturelle que nous ne devons pas amener au marché pour vendre. Parce que ça a un sens sur le plan culturel et sur le plan traditionnel. Un autre aspect, c'est de comprendre que la manière de l'Afrique de l'Est, bien sûr la RDC aussi maintenant fait partie de l'Afrique de l'Est, et nous la RDC, on n'a pas le même contexte. C'est-à-dire que les contextes de ces pays ont facilité aux peuples autochtones de promouvoir leur art artistique, leur art artisanal, pour qu'ils vendent la valeur intérieure de leur pays. Donc on peut comprendre ce que qui vous n'a êtes pas été prêt. le cas Okay. pour la RDC. Ok, donc on comprend que... Et peu de personnes qui comprennent si un autochtone a produit ça, que ça a de la valeur. Peu, à moins qu'il soit quelqu'un qui maîtrise la tradition, qui maîtrise la coutume. Oui, mais on sait aussi qu'à l'époque, toujours lorsqu'on parle de ces valeurs traditionnelles, à l'époque, je parle par exemple de la femme, on nous disait que juste après l'accouchement, donc la période post-natale lui permettait quand même d'apprendre certains métiers à la maison lorsqu'elle était en famille, et on l'accompagnait comme ça pour que quand elle va rentrer chez elle, qu'elle apprenne quelque chose à faire et savoir comment suppléer aux besoins de sa maison. Mais c'est encore le cas aujourd'hui. Est-ce que les pygmées ont encore le temps d'éduquer les femmes comme cela? Je dirais, pour l'instant, il y a une réduction. Pourquoi? Où est venue cette réduction? C'est le fait de démontrer que ce que les pygmées font, ce sont des trucs là à moindre valeur, sans valeur. Or, si vous voyez le contexte d'aujourd'hui, aucune femme autochtone, aucune femme pygmée ne subissait des césariennes. Maintenant, aujourd'hui, parce qu'on est parti dans cette voie d'acculturation, maintenant, il y a beaucoup de choses qui nous rattrapent. On a perdu toutes les femmes sages qui maîtrisaient encore plusieurs aspects liés à la tradition et à la coutume. Chez nous, par exemple, quand une femme devait accoucher, les hommes devraient rester au payotte, au barza, et les femmes font leur travail. Mais ils communiquaient. Ici, il y a ceci, et les hommes disent, ok, comme il y a cela, nous devons aussi nous comporter comme ça. Et ça réduit sensiblement
la manière de vivre. L'alimentation aussi joue un grand rôle. L'alimentation, bien sûr. Quand on doit amener des trucs qu'on ne sait pas, on avait produit depuis quelle année, dans des emballages qu'on ne connaît pas comment ça a été fabriqué, avec des objets qu'on ramasse par-ci, par-là. Comment on va manquer de maladies? Vous les consommez aussi, les produits importés? Les produits importés, je les consomme rarement, et c'est là sur base des cas de force majeure. Ok, vous êtes accroché à vos traditions. Est-ce qu'on peut comprendre qu'aujourd'hui, le pygmée maintient encore ce lien étroit avec la forêt? Bien sûr. Parce que si vous allez par exemple à Kisemboza, vous allez trouver les mêmes liens, les peuples autochtones qui maintiennent les liens avec leur nature. Si vous allez à Ikola Luleke par exemple, dans la province de Kiri, c'est la même chose. Si vous allez à Kolakoko, dans la province de l'Ituri, c'est la même chose. Et cela prouve que réellement, les peuples autochtones maintiennent encore. Et notre souhait est de demander à notre gouvernement de soutenir ces efforts-là pour aussi les aider. Nous, on aide le gouvernement, mais à contrepartie, le gouvernement doit aussi nous appuyer. On va parler du soubassement, entre autres, de la loi. On prend d'abord l'éco-créativité, on se retrouve juste après. Éco-créativité. Femmes de la forêt, les femmes autochtones, reconnues pour leur expertise dans la gestion des ressources naturelles, ont eu droit aux échanges multilatéraux sur la valorisation de leur expertise. Du haut de la tribune, Régime Boyo a martelé sur la reconnaissance de leur rôle dans la protection de ces ressources vitales. Aujourd'hui, je viens vous dire qu'il n'y a plus de temps à perdre. Il faut agir. Et agir ici et maintenant. Nous sommes dans une crise climatique dont le contrôle est sur le point de nous échapper. Il y a certes des solutions innovantes à explorer. Il y a aussi des solutions évidentes qui sont en face de vous et à votre portée. Je vous parle aujourd'hui main dans la main, avec mes frères et sœurs autochtones à travers le monde. Nous sommes les peuples des forêts. Et ensemble, nous constituons cette solution évidente pour stopper la déforestation. Une solution pour le climat, une solution pour la protection de la forêt. Glasgow, une des rencontres importantes qui a permis à tous les autochtones des différents bassins forestiers de partager leur expérience et aussi à l'unanimité d'exiger la valorisation de leur savoir endogène, très bénéfique pour la gestion des ressources naturelles. Vous aidez le gouvernement, vous attendez aussi en retour à ce que le gouvernement puisse vous aider. Nous voulons parler de la loi portant promotion et protection des droits spécifiques des populations autochtones pygmées. Après son adoption au niveau de l'Assemblée nationale, nous savons que la loi se trouve pour l'instant, donc je dirais encore jusqu'ici, au niveau du Sénat. Comment ça évolue? Vous participez quand même aux travaux en commission pour savoir comment ça se passe? Bon, je confirme que pour les 2 ans, 2021 et 2022, il y a quand même des évolutions par rapport aux 10 années passées, depuis qu'on a pris l'initiative de cette loi. Les travaux en commission avec les députés nationaux se sont bien déroulés et on était là. Il y a ceux qui comprenaient, il y a ceux qui ne comprenaient pas encore. Et la participation des leaders autochtones, mais aussi des experts au sein de la société civile, mais aussi avec les leaders religieux, ont démontré la valeur dont disposent les peuples autochtones. Et cela a fait que les députés comprennent que cette loi est nécessaire et urgente. Au niveau du Sénat,
Bien sûr, c'est une question politique, mais si je me réfère aux derniers échanges que nous avions réalisés le samedi, où il parlait des questions des minorités, qui se maintenaient dans la loi, on a pu donner des arguments convaincants. Qu'en réalité, sur le plan statistique, on n'est pas seulement, on ne peut pas nous mettre dans cette catégorisation des minorités. Premier exemple, nous sommes presque partout en RDC. Sur 21 provinces, sur 26 provinces, nous sommes dans 21 provinces. Mais au-delà de ça, il y a des territoires et des chefferies où on occupe à plus de 80%. Pour dire que le travail qui est en train d'être fait, c'est juste un outil pour sensibiliser toutes les personnes qui pensaient qu'ils pourraient être au-dessus des peuples autochtones, qui ignoraient leurs droits, pour qu'ils puissent se rendre compte que les peuples autochtones sont des êtres comme nous et nous devons vivre tous ensemble. Et vous pensez que, d'après vos observations, pensez-vous qu'aujourd'hui, cette loi va quand même permettre de corriger plusieurs injustices dont subissait à cette catégorie de population? Plusieurs. D'abord, le fait de s'approprier les questions de spoliation des terres, les questions de non-accès aux ressources naturelles auxquelles nous dépendons, le manque de consultation sur toutes questions qui touchent sur notre terre de vie, les questions liées à la participation à la gestion du pays, sont des questions très sensibles qui sont soulevées dans la loi. Néanmoins, on doit se rassurer par rapport aux mesures d'application. Parce qu'une loi sans mesure d'application n'est qu'une Bible sans contenu. Je pense que vous comprenez. Il y a plusieurs lois qui souffrent en termes d'applicabilité. Il y a plusieurs lois qui souffrent et qui n'ont pas obtenu des mesures d'application. Alors comment vous comptez contourner, comment comptez-vous contourner cet aspect des choses? C'est pour cela qu'on est là, on est en train de travailler, après que la loi soit adoptée au Sénat, on doit fournir, on doit conjuguer les efforts ensemble, que ce soit avec la société civile, que ce soit avec les peuples autochtones, que ce soit avec les autorités, pour mettre en place des outils pouvant nous aider à matérialiser la mise en œuvre de cette loi. En attendant à ce que cette loi arrive à sa fin, au fait, comme on peut le dire, donc en attendant cet atterrissage en douceur, comment se présente la situation des populations autochtones pygmées présentement sur le terrain? La situation, je ne dirais pas qu'elle est bonne ou elle est mauvaise. Ça dépend des zones, ça dépend des coins. Vous savez, avec la grandeur de ces pays, je peux dire par exemple au Nord Kivu, tout va bien, mais au Sud Kivu, avec la question, la problématique du parc national de Kaouzi, les peuples autochtones, on va dire que ça ne va pas. Si on prend le cas d'exploitation minière, les populations autochtones n'accèdent pas aux revenus. Et ça, c'est une grande violation de l'article 8J de la Convention sur la biodiversité, où les peuples autochtones ont droit d'accéder aux ressources, aux avantages issus de l'exploitation des ressources sur leur terre. Ce qui ne se fait pas. Qu'on prenne le secteur des forêts, qu'on prenne le secteur des mines, c'est comme ça. Mais on peut dire que ça marche parce que les autorités déjà prennent conscience au fur et à mesure pour savoir que ce sont des êtres, qu'est-ce que nous devons faire pour que nous soyons tous ensemble. Pour que nous soyons tous ensemble et surtout que nous sommes tous égaux devant la loi, on va prendre
Concept vert, on se retrouve juste après. Concept vert. Une gestion raisonnable de ressources naturelles est une gestion qui permet à ces ressources de se renouveler et d'être conservées de manière pérenne sans être menacées par la surexploitation. Ok, et sur le plan sécuritaire, comment ça se passe? Sur le plan sécuritaire, tout le monde maîtrise le contexte de la RDC. Je parle spécifiquement des populations autochtones pygmées. Je me base plus sur la province du Tanganyika. On sait qu'il y a des problèmes récurrents, des cohabitations. Pas seulement à Tanganyika, il y a la question de l'Ituri, il y a la question de Beni, il y a les M23, il y a les ADF Nalu. Tout ça, c'est un méandre de sécurité. La sécurité n'est pas seulement la question de Tanganyika. C'est à titre illustratif. Pour le cas de Tanganyika, c'est une question liée à la déconsidération sociale. Et ça, si on trouvait une solution, c'est déjà possible. Ça peut être quoi la solution selon vous? La solution est simple. C'est de demander seulement au chef coutumier, entre guillemets, de respecter la loi. Parce que moi, je ne peux pas aller à la chasse et puis je t'amène le gibier que j'ai amené. Si tu veux, tu me donnes une partie. Si tu veux, tu ne me donnes pas. Là, ça ne peut plus passer. Là, ça ne peut plus marcher. À ces siècles-ci. Ce qui n'est pas le cas, par exemple, pour le cas de Beni, où il y a des conflits armés avec des groupes armés, que ce soit nationaux ou étrangers. Ce que nous déplorons est que, comme nous vivons dans les zones enclavées, nous vivons dans les zones forestières et que les groupes armés aiment vivre là où ils peuvent se protéger, ils ne seront pas inquiétés, nous sommes totalement menacés. Donc là, c'est et si on va ce matin, on a enregistré plus de 350 pygmées qui sont venus de Ofaya, qui sont aujourd'hui à Komanda. Parce que les rebelles ont occupé leur zone. Et pour nous, là, nous sommes totalement menacés. Cette manière de voir les choses, les statistiques désagrégées, pour voir quel impact par rapport à d'autres couches, là, le gouvernement, ça lui a échappé. Parce que, bien sûr, nous tous, nous subissons les mêmes affres, mais les conséquences ne sont pas les mêmes. Imaginez quelqu'un qui quitte Ofaya, n'a pas de familier au niveau des commandas. Il est censé aller soit dans une école, il est censé, il n'y a pas d'aide, même les organisations internationales ne se mobilisent pas. Mais si les autres communautés sont touchées, prenons le cas seulement ici hier. Quand le M23 a attaqué les FRDC, tous les déplacés de Rutshuru, leurs députés, si on fait le plaidoyer, ils sont allés donner même des assistances en vivre à ce niveau-là. Mais pour nous... Mais il y a quand même des députés aussi pygmées qui pouvaient prendre la parole. Nous avons par exemple Madame Adolphine, qui pouvait aussi facilement prendre, parce que vous documentez bien votre situation et ça pouvait... Madame, nous sommes dans un régime démocratique. Et c'est la loi des plus forts et des nombreux. Un seul député sur 500 et plus députés. Est-ce qu'on peut faire un argument? Même si on peut donner un bon argument, mais si les autres, sur base des positionnements politiques, commencer par oser, ne sont pas d'accord avec ça, il faut d'abord commencer. Dire non, ça ne passe pas. Monsieur Diel, mon cher, il fallait d'abord commencer, d'abord poser l'action et voir si ça allait donner. Oui, les actions sont posées. Il y a
des documents qui ont été transmis mais à l'Assemblée nationale pour qu'ils prennent une position par rapport à ces cas de déplacement. Mais il n'y a pas de suite jusqu'aujourd'hui. Donc on peut comprendre que la politique vous tente. Oui. Vraiment, nous sommes roulés par la politique. C'est comme quelqu'un qui garde avec un enfant et puis la maman lui a laissé quelque chose à manger. Et quand la fille de ménage constate qu'il est 15h, il est 16h, bientôt la maman va rentrer. Il prend un peu de l'huile là et puis il fait passer sur les lèvres de l'enfant pour justifier que l'enfant a mangé. Est-ce que réellement l'enfant a mangé? Votre message est codé, on ne comprend pas ce qu'il y a rien. Vous ne comprenez pas. C'est un message codé. Non, ce n'est pas codé, c'est juste. Donc on peut tromper quelqu'un, qu'en réalité on est avec lui, on n'est pas avec lui. Tout en n'étant pas avec lui. Tout en étant Ok. pas avec lui. Monsieur Diel Mouchire, ça a été pour nous un plaisir de vous avoir sur ce plateau. Est-ce que vous avez un aspect des choses sur lesquelles vous voudrez bien insister, qu'on n'a pas pu aborder durant notre entretien? En tout cas, pour moi, un message que je peux lancer est de dire nous sommes appelés à vivre ensemble, nous sommes appelés de mourir tous ensemble. C'est pourquoi les efforts des uns et des autres doivent être mis au profit de la paix dans ce pays. Monsieur Diel Mouchiri, c'est sur cet appel de paix que nous mettons un terme à notre entretien du jour. Nous vous disons encore merci d'avoir disponibilisé votre temps pour échanger avec nous. Merci beaucoup, madame. Et je rappelle que vous êtes directeur provincial du programme intégré pour le développement du peuple pygmée dans les Nord Kivu. À très bientôt. Merci. Mon idée pour la planète.